Antoine, pour les gens qui ne le connaissent pas, Antoine Khalil, il est PUPH en radiologie, chef de service de radiologie à Bichat. C'est un ami d'enfance et j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de l'accueillir. Il va nous parler du scanner dans le diagnostic et dans le suivi. Abdelmenem nous parlera de l'embolie pulmonaire. Antoine, merci d'avoir accepté et je te laisse la parole pendant 20 minutes. Ok, merci Antoine. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler en fait de quelque chose qui est apparu il y a quelques mois et que nous, on a eu la chance ou la malchance à Bichat d'en avoir eu quelques centaines, voire quelques milliers. Le plan sur l'atteinte thoracique, c'est quel type d'imagerie thoracique qu'on va utiliser, le scanner et le diagnostic positif, l'enjeu TDM pour maladie veineuse thromboembolique dans le Covid-19 et le suivi. Comme vous le savez, Bichat, c'est un établissement de santé de référence et on a commencé à accueillir les patients Covid dès fin février. J'ai eu quelques malades en fin février, on a eu les premiers malades et on a commencé en radiologie, ce qui met début mars, j'avais 2 heures de scanner. En pleine épidémie, j'avais 2 scanners 24 heures sur 24 heures qui tournaient pour le Covid. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui nous a permis en fait de faire une adaptation un peu importante. Et au sommet du Covid, on avait 65 lits de réanimation et 300 lits de salles ouvertes. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et la place de la radiographie de thorax. En fait, c'est la question qu'on s'est posée en tant que radiologue avec le manque de manip et comment on va s'organiser. On s'est dit que la radio de thorax aux urgences, quand on peut y accéder au scanner, ne va rien apporter de plus entre parenthèses. Il vaut mieux faire un scanner parce que dans tous les cas, si vous avez une radio de thorax normale, ça ne suffit pas, il faut y aller faire un scanner. Radio de thorax pathologique, il faut aller faire un scanner pour essayer d'analyser mieux les images. Donc autant aller d'emblée au scanner parce qu'avec le Covid, on a mis en route tout ce qui est la protection du personnel, ce qui fait que pour nous, sur le plan organisation, était plus dur d'aller faire une radio de thorax que de faire un scanner sans injection pour les patients. Donc, on a fait le choix de faire des scanners des malades des urgences. Par contre, la radio de thorax reste quand même formellement justifiée pour les patients de réa. Et donc, pour la C, je vous ai dit. Et puis, pour le SMIT, notre service de maladies infectieuses, on a fait des scanners et on ne faisait pas de radio de thorax. Mais néanmoins, il y a toujours des cliniciens qui veulent leur radio de thorax. Donc, on discutait, mais on faisait. Mais en fait, on faisait à peu près 20 scanners pour une radio de thorax en dehors de la réanimation. Et quelles sont les indications du scanner? On était en fait assez large sans être assez large. Ça veut dire que les malades qui venaient et que dans tous les cas, ils allaient rentrer chez eux, leur faire un scanner, ça n'a aucun intérêt. Pendant la période de l'épidémie, parce que vous allez voir après que le scanner négatif ne limite pas la maladie et que quand on va aller vraiment sur les scanners qui sont vraiment positifs, on a une bonne certitude. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a à peu près la moitié des malades. Et l'autre moitié, c'est des malades où on suspecte et on n'est pas sûr. Donc, dans ce cas-là, ça va plus créer une confusion que pas de confusion. Par contre, les malades qui étaient oxygénonécessitants, qui ont une comorbidité pour lesquelles on allait les garder à l'hôpital, dans ces cas-là, le scanner nous servait en fait, parce que le PCR prenait quelques heures, de faire une sorte de triage, que de les envoyer dans des rayons Covid ou des services non Covid. Et puis, pour les patients en réanimation, on ne faisait pas de scanner, sauf dans le cas où il y a une aggravation inexpliquée. Et quand même, leur transport était lourd et tout ça. Donc, en fait, on en a peu de scanners chez les patients en réanimation. On en a surtout des radiographies de thorax. Et le patient au SAU, en fait, ça, c'est ce que j'avais retiré de la Société d'imagerie thoracique dont je suis le président, c'est qu'on s'est dit, en fait, il faudrait que les gens, on s'organise en fonction. Mais nous, on a eu la chance à Bichat, c'est qu'on avait 3 scanners. Donc, 2 scanners étaient dédiés dès le 5 mars à faire du scanner du Covid, étaient dédiés avec des manips. J'avais 2 manips pour le scanner, une infirmière pour recevoir le patient, ce qui fait qu'on avait 4 personnes pour s'occuper des malades. Et une bonne nouvelle, c'est qu'on a à peu près 80 personnes dans le service. 0 personne était infectée par le Covid après l'épidémie. Donc, ce qui fait qu'on avait été vraiment trop strict sur tout ce qui est hygiène. Et le port de masque était obligatoire presque dès le 1er mars. On va rentrer un peu dans les images. Et vous voyez, ça, c'est un homme de 41 ans. Il a eu un contact avec un malade venant de Toscane le 21 février 2020.
commence fait les symptômes en février, le 24 février, toute dyspnée, ça ne marche pas, on lui donne des amoxicillines, ça n'améliore pas. Il vient à Avicenne et vous voyez la radio de thorax. Elle va vous montrer quoi, un syndrome interstitiel bilatéral. L'interprétation elle est vraiment difficile parce qu'on ne sait pas est-ce qu'elle est bien pénétrée ou pas la radio, donc c'est vraiment difficile. Et quand on fait le scanner, là, il n'y a pas de problème. On a les anomalies qu'on a l'habitude de voir et qu'on pense que c'est des anomalies qui sont très évocatrices de Covid. Ça veut dire que quand vous voyez ça, même, je pense que pendant la période de l'épidémie, même si on va avoir des malades en octobre avec la grippe, je pense qu'on pourra dire que ces malades sont fortement suspects de Covid, avec une atteinte qui est bilatérale, avec une atteinte qui est sous-pleurale, avec du verre dépoli qui prédomine, mais on peut avoir aussi des condensations, notamment au niveau des vases. Là, vous voyez les reconstructions dans un plan coronal où on voit vraiment que ça prédomine en postérieur, que c'est bilatéral, sous-pleural. Il y a un relatif respect de la partie périhilaire. Donc ça, vous avez la reconstruction. Là, à droite, vous avez la teinte qui est vraiment bien importante avec une prédominance postérieure. Donc, prédominance postérieure, verre dépoli qui prédomine, mais on peut avoir des cas avec une prédominance des condensations, voire que des condensations, et c'est sous-pleural. Donc, quand on a ces trois signes, on est vraiment bien confident qu'on va faire le diagnostic. Le patient, il a été transféré à Bichat, vous voyez, il avait obèse, ça c'est des choses que maintenant que c'est évident que c'est quelque chose, un facteur de risque, mais au début mars, on découvrait tout ça. Hein. Donc, il faisait 111 kilos, il avait une BMI à 33. Traitement antiviral, ils ont commencé, et antibiotiques. Et là, ils ont fait du high flow. Et là, vous voyez la radio de thorax. Et puis après, il est sorti de l'ARIA. Et là, vous voyez le scanner. Là, vous avez le scanner de 4 mars, le scanner de 14 mars. Regardez le suivi. Il est rentré en réa. Là, il était déjà sorti de la réanimation. Donc, c'est pour ça qu'on lui a refait un scanner. Il n'y a pas eu d'aggravation majeure lors de son hospitalisation, donc il n'a pas eu besoin de scanner en réanimation. Donc, on lui a pas fait de scan et on a attendu qu'il sorte de l'arrière pour lui faire le scan. Et là, vous voyez le verre dépoli qui se condense un peu avec un. Là, vous avez une petite liserée sous-pleurale qu'on trouve assez souvent dans le suivi. Et donc là, vous voyez la nette amélioration à 10 jours d'intervalle. Donc, vous voyez, c'est le sujet jeune avec une obésité morbide. La radiothorax, elle est peu rentable. C'est la question qu'on s'est posée au mois de mars, mais je pense que maintenant, on fera des scanners et on s'est adapté à faire et on arrivait à faire jusqu'à 100 à 110 scanners par jour pour des patients Covid ou suspects de Covid. Ça, c'est une autre patient. Je passe rapidement à la clinique où le 3 mars, il avait un Covid sur des plans cliniques avec une notion de comptage. Le patient était hypnoïque, donc il n'y avait pas besoin de faire un scanner, donc il est rentré chez lui. Et puis après, il est réhospitalisé en hôpital de jour pour la prise en charge le lendemain. Et là, on lui fait un bilan scanner. Et vous voyez, les anomalies, elles sont très minimes. Hein. Des petites zones en verre dépoli qui peuvent être un peu nodulaires, alors que vous avez vu sur le malade précédent, c'était plus des plages. Donc là, vous avez des nodules qui sont un peu plus de condensation. C'est vraiment minime. Et ce malade, il va s'aggraver à J12, avec J10 avec apparition il devient oxygène récurrent alors qu'avant il était pendant 6-7 jours chez lui. Et là, vous voyez l'évolution du scanner avec le verre dépoli qui s'étend. Il y a l'apparition du verre dépoli de l'autre côté qui n'existait pas. Donc, l'aggravation clinique est associée à une aggravation scanographique évidente avec une augmentation, une extension des lésions et apparition de nouvelles lésions. Et vous voyez, c'est du verre dépoli, il y a un peu de crazy paving, mais ce n'est pas vraiment quelque chose d'important. Et là, vous voyez la progression entre les deux cas. Et là, vous voyez, il s'aggrave. Et puis après, à J14, on a été obligé de lui augmenter l'oxygène. Et là, on lui fait le scanner. Et là, vous voyez l'aggravation des images. Là, vous avez le 4, le 10 et le 14 mars. Et vous voyez l'aggravation des lésions avec une augmentation. Là, il s'est amélioré entre le 10 et le 13. Et puis après, le 14, il s'est aggravé. On ne lui avait pas fait un enjeu scanner. Je pense qu'on aurait dû lui faire un enjeu scanner à la recherche d'embolie pulmonaire. Mais à ce moment-là, le 14 mars, l'histoire de l'embolie pulmonaire n'était pas assez connue. Donc, vous voyez, c'était en mois de mars. Hein, il y a un certain temps. Hein, pour une épidémie, c'est trop loin. Et là, il a eu quand même l'aggravation des anomalies parenchymateuses qui peuvent expliquer l'aggravation respiratoire. Donc là, vous voyez les lésions qui s'aggravent. Donc, quand on regarde, on scanner la sémiologie de base, et là, il faut les nodules en verre dépoli qui sont plus en plage
que qu'on nodule, hein, les surdensités en verdipolie ou les condensations alvéolaires, ça prédomine en arrière. Et j'ai remarqué qu'il y a toujours cette zone-là, lobaire inférieur, quand vous mettez des malades qui ont des petites lésions, elle est suspendue. Et tout simplement, je pense que c'est parce que les lésions-là, c'est plus d'allure vasculaire, c'est plus de la vascularite que de l'atteinte parenchymateuse. Et qu'en fait, vous avez des territoires vasculaires qui sont atteints, alors que si c'était atteinte bronchiolaire ou bronchique, on aurait pu avoir une dissémination. Et vous voyez que cette zone-là, elle est assez respectée. Donc, bilatéral, prédominance postérieure ou inférieure, et on peut avoir des atteintes aussi des fois péribronchovasculaires. Donc là, vous voyez la condensation, le nodule, le halo inversé. Et là, vous voyez les images avec cette image aussi. On a aussi pas mal des bandes d'atélectasie sous-pleurale qui apparaissent. Donc là, vous voyez, condensation postérieure. C'est vraiment net. Là, ça ne pose pas de problème diagnostique. Et même, je pense que moi, je crains surtout le mois de septembre-octobre. Hein, parce que quand on va avoir les urgences des malades qui vont venir, qui toussent, qui ont de la fièvre, on va toujours avoir l'arrière-pensée de Covid. Donc, il faut que nous, en tant que radiologue, vous, en tant que clinicien, vous ayez en tête quel est l'aspect typique. Là, vous voyez, ça, c'est un aspect qui est péribronchovasculaire, qui est assez évocateur aussi du Covid. Donc là, vous voyez une atteinte avec du crazy paving, qu'on voit bien. Là, vous voyez le nodule avec le halo inversé. Là, vous voyez le halo inversé. Le nodule, ça, si vous regardez que ça chez un malade immunodéprimé, vous disiez que c'est une aspergillose invasive. Hein. Non, c'est du Covid. Hein. Il y en a un autre ici. Et on peut avoir même des choses qu'elles sont minimes, comme ici dans ce lobe moyen. Vous voyez ce petit nodule en verre dépoli, c'était chez un patient qui avait un Covid. Donc là, vous voyez les petites anomalies. On suit le malade, il s'aggrave. Et regardez ce qu'on avait à l'examen initial. On avait un épaississement bronchique chez le même malade. Hein. Et là, vous voyez, après qu'on a donné les traitements antibiotiques, la partie bronchique, entre parenthèses, infectieuse bactérienne ou autre, a guéri, alors que la lésion de Covid a évolué, comme on voit ici. Vous voyez, ça s'est aggravé le Covid. Par contre, l'atteinte qui n'est pas en rapport avec le Covid, ça s'est amélioré, qui est l'atteinte péribronchique qu'on voit ici. Quand on regarde le scanner, quand c'est précoce, c'est pas bon, parce qu'on a 20 sur 36, quand c'est moins de 3 jours des symptômes, on a 20 sur 36 scanners sont normaux, donc c'est pas bon. Il est plus sensible que le test PCR s'il fait après 4 jours. Ça, c'est ce qui traîne dans la littérature. Néanmoins, vous allez voir qu'en fait, on peut augmenter la sensibilité avec le scanner, mais la spécificité, elle va chuter lourdement. Et la PCR n'est pas très sensible, mais c'est quelque chose quand même, quand on réfléchit bien, elle a une sensibilité de 70% quand on l'a fait une fois. Quand on l'a fait 2 fois, peut-être ça augmente, ce qui fait que quand on l'a refait plusieurs reprises, ça recule. Là, donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Là, c'est un papier qu'on a fait dans le service, parce que quand on regarde la littérature et qu'on voit la sensibilité et la spécificité, on était étonné, on s'est dit, est-ce que nous, on est mauvais ou pas? Et pour cela, on a repris 241 patients, 2 urgences, et vous voyez, 241 patients, et il y en avait là-dedans, c'était entre une période de, je pense que c'est le 14 et le 24 mars. Et vous voyez, il y en avait sur les 241 patients qui venaient des urgences, 158 avaient une PCR positive. Et on a fait des comptes rendus pour la Société d'imagerie thoracique, et là-dedans, on avait fait les trucs qui est évocateur, compatible ou non évocateur ou normal. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que dans les malades où c'est évocateur, là, les patients évocateurs, vous avez, dans ces patients-là, 123, 97% de ces malades-là avaient le test Covid qui était positif. Et le compatible, les 30, il y en avait 50, 15, ils étaient Covid positifs, 15 non. Et dans les 70 qui n'étaient pas évocateurs, quand on interprète le scanner, il y en avait quand même 25 qui étaient Covid positifs, ou 15 qui étaient Covid positifs. Donc, on est un peu perturbé par ces résultats. Ce qui est évocateur, ce que je vous ai montré, ça c'est évocateur, il n'y a pas de problème, notamment on était dans une période d'épidémie. Là, vous avez 2 patients, celui-là c'est du verre-dépoli prédominant et celui-là c'est de la condensation alvéolaire prédominante, mais qu'ils ont un point commun, c'est périphérique et ça prédomine en base, et c'est bilatéral. Et quand on regarde bien, vous voyez, ça c'est la partie chez les malades qui sont évocateurs, vous voyez, il y a 99%, ils étaient bilatérales, postérieurs et périphériques, ce qui rentrait dans les évocateurs. Et là, vous voyez que il y a une chose
qui est intéressante sur les anomalies atypiques. Le fait d'avoir un épanchement pleural, c'est atypique du Covid, mais attention, c'est ce qu'on disait au début, néanmoins avec l'apparition de la tropo élevée, les myocardites qui sont apparus après, parce que ça, c'est fait au mois de mars. Je vous rappelle, donc, c'est pas au mois de juin, le travail n'a pas été fait au mois de juin. Ça a été fait au mois de mars. Donc, le fait d'avoir un épanchement pleural, c'était quelque chose qui n'était pas évocateur, même aller contre le diagnostic, parce qu'on n'avait pas la notion de myocardite et de l'assurance cardiaque. Les condensations systématisées, on dirait que ça, c'est une pneumopathie franche lobaire aiguë. Bah, oui, on en a une, je vais vous la montrer. Les centrolobulaires, donc il y a pas mal des anomalies qui ne sont pas évocateurs. Là, vous voyez, ça, est-ce que c'est une PID? Est-ce que c'est une acclimatisation ou du Covid? C'est un Covid sur une PID. Donc là, je vous donne, si je vous ai montré ce scanner il y a 1 an, vous aurez dit que c'est un PID qui s'est acutisé et que ce n'est pas un Covid. Donc, quand vous avez une maladie sous-jacente, là, on n'est pas bon en interprétation. Là, vous voyez ce malade qui a un épanchement pleural bilatéral, qui a du verre des polypes périphériques avec une atteinte péribroncovasculaire, c'est un OAP. Vous avez des épaississements de septa, c'est un OAP, mais en fait, il avait le Covid en plus, donc il avait en plus la myocardite. Donc, il faut toujours garder à l'esprit l'association des lésions. Là, vous voyez, ça c'est une pneumopathie franche lobaire aiguë, il n'y a pas de problème. Mais le fait d'avoir un petit peu d'infiltrat de l'autre côté, ça nous a mis la puce à l'oreille. C'était un Covid+, néanmoins, il a été traité quand même pour une pneumopathie franche lobaire aiguë associée, malgré qu'ils n'ont pas trouvé de germe, mais ils l'ont mis quand même sous antibiotiques. Ça, c'est un autre malade où vous dites ça, c'est de la bronchopneumonie, ce qui était le cas, il était non évocateur et c'était Covid négatif. Quand on regarde les catégories, vous voyez, quand on a dit qu'un scanner qui est évocateur, la PCR était positive dans 97% des cas, donc là, on est bon, il n'y a pas de problème. Néanmoins, les scanners qui étaient compatibles, la PCR était positive dans 50% des cas, mais là, on ne peut pas l'affirmer à 100%. Alors que ce qui m'embête, c'est ça, c'est que 27% des cas où on avait dit que c'était non évocateur, voire scanner normal, avaient des PCR positifs. Donc, vous voyez, on n'est pas bon. Et l'agrément interobservateur, on s'est amusé en fait à mettre 2 internes, 2 chefs de clinique, 2 seniors et 2 médecins urgentistes. Donc, vous voyez, il y avait 8 lecteurs. Et vous voyez que le CAPA global, il est bon. Il est bon pour dire que le scanner est évocateur, il est très bon. Mais par contre, tout ce qui est compatible ou non évocateur, là, on est mauvais. Pour le compatible, on est très, très, très mauvais. Vous avez un CAPA 0,32. Donc, vous voyez, on était très mauvais. Pour le non évocateur ou normal, on était bon, mais pas aussi bon que le scanner évocateur. Et on a montré que, en fait, le fait d'avoir des lésions associées, ça fait que votre interprétation, elle est très altérée. Il n'y a pas une bonne reproductibilité. Et puis après, on s'est amusé à voir, et ça c'est le papier qui vient de sortir dans Intensive Care, où on a comparé pour voir est-ce que le scanner peut prédire la gravité des malades. Et on s'est dit, est-ce qu'à 5 jours, est-ce qu'on peut prédire la mortalité ou l'intubation du malade au scanner chez un malade qui est hospitalisé? Et là, vous voyez que l'âge n'était pas un facteur pronostic. Le sexe, le fait qu'il soit par contre, le fait qu'il soit une anomalie, qu'il a un antécédent de pathologie vasculaire cérébrale, oui. Et puis le CT score, qui était supérieur à 13, là, il était vraiment intéressant de le prédire. Et là, vous voyez, on a fait une courbe ROC et on voit qu'il y a pour une sensibilité à 80%, une spécificité à 85%, on est bon. Et c'est quoi ce CT score? C'est en fait, on a regardé pour chaque lobe, on a divisé le poumon en 5 lobes. Ben, il y en a 5 lobes, donc on ne les a pas divisés. Et on a dit, est-ce qu'il y a de 0 à 1%, de 0 à 5%, ça fait 1, de 5 à 25%, ça fait 2, de 25 à 50% du lobe à l'œil, ça fait 3, de 50 à 75, ça fait 4, et de 75 à 100%, ça fait 5. Et quand vous faites la somme des 5 lobes, ça fait 25. Et donc, on s'est amusé à faire ça et on a trouvé que du moment qu'on a une somme qui est supérieure ou égale à 13, c'est un facteur pronostic de mortalité ou d'intubation dans les 5 jours. Là, vous voyez ce malade-là, il a été intubé le lendemain. Vous voyez une atteinte qui est étendue puisque le lobe supérieur, vous voyez, il est à presque plus 75%. Quand vous regardez, il n'y a presque plus rien. On regarde là, vous voyez, sur un plan sagittal, il est presque tout pris. Le lobe moyen, il est aussi presque tout pris. Et vous voyez, le lobe inférieur, donc il y a un CT score qui était à 20 chez ce patient et il était intubé. Là, vous voyez, c'est un autre patient où vous voyez, par exemple,
on ne voulait pas passer du 0 à 5. Il y a des scores où qui vous mettent 25%, ils lui donnent un point. Mais vous voyez, ça m'embêtait de le mettre aussi important que celui-là. Donc, ce qui fait que celui-là, il avait un city score à 6 et il est reparti 2 jours après. Pour finir, je vais vous dire 2 mots de l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire dans le Covid, en fait, on s'en occupait pas avant. Et puis depuis mi-mars, fin mars, on a commencé, on s'est dit, OK, il faut s'en occuper. Et depuis qu'on a un malade qui est hospitalisé pour Covid, qui s'aggrave et qu'on n'a pas de lésion parenchymateuse au départ, qui a expliqué on faisait le P. Et depuis 5-10 avril, on faisait, en fait, du moment qu'un malade qui a le Covid, il s'aggravait, on faisait quand même l'angioscanner d'emblée systématiquement. Et comme ça, on a trouvé à peu près, en réanimation, on était à 30% de P et en salle, on était à 15% de P, ce qui est un peu plus, alors que tous les malades de la salle étaient quand même sous anticoagulation préventive. Donc là, vous voyez l'embolie pulmonaire, on la voit bien, il n'y a rien au scanner qui rapporte plus. Ça, c'est un autre. On avait aussi des malades qui ont eu des pneumomédiastins parce qu'ils toussaient, donc ils ont des pneumomédiastins qu'on a vu aussi. Pour conclure, la surdensité envers des poly ou condensation alvéolaire bilatérale, sous-pleurale, postérieure et inférieure, c'est quelque chose qui sont vraiment évocateurs. Pas d'adénopathie, pas d'épanchement pleural, avec quelques petits problèmes, c'est que l'épanchement pleural plus troponine élevée, attention, ça peut être une myocardite. Attention à la pathologie sous-jacente qui peut fausser l'imagerie. Le scanner est plus sensible que le PCR après 4-5 jours des débuts de symptômes. L'étendue des lésions se corrélée à la gravité. Pensez à l'EP en cas d'aggravation sans modification significative des lésions parenchymateuses. Le suivi, je pense qu'il ne faut pas se presser. Les malades qui sont dans le mois, ils s'aggravent. Ben là, il faut faire des scanners. Par contre, ceux avec un suivi à 3 mois, on a commencé à faire le suivi à 3 mois. Je ne les ai pas encore vus, mais on a l'impression qu'à 3 mois, les lésions sont vraiment. On a peu de lésions qui persistent, hein, mais on ne suit pas encore à 3 mois les malades qui sont sortis de réanimation, qui ont fait des SDRA, parce qu'on n'est pas encore à cette période-là, puisque vu qu'ils ont un mois d'hospitalisation, de réanimation le plus souvent, ce qui fait que ces malades-là, on va commencer à 3 mois, ça va être en juillet-août, plutôt que maintenant. Et pour voir, en fait, il faut prédire, parce qu'ils vont évoluer vers la fibrose, comme vous le savez, que pour les SARS-CoV-1, on a montré qu'il y avait une fibrose qui était beaucoup plus importante chez ces patients-là. Je vous remercie. Merci Antoine pour cette excellente présentation. On va passer aux questions. Alors, vous pouvez activer vos micros si vous voulez, hein. Il suffit de cliquer dessus pour désactiver. Si vous avez des questions à Antoine, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de main levée, moi, hein. Désactivez vos micros, hein. Je n'ai pas bloqué, hein. Est-ce qu'il y a des questions, Hassan? J'ai vu que tu as… Hassan, on ne t'entend pas. Allô? Oui, vas-y. Merci Antoine pour ce topo. Moi, je ne suis pas du tout pneumologue, je suis hépatogastro. Et donc, en fait, pour résumer, on n'a plus aucune place pour la radio du poumon aux urgences maintenant pour quelqu'un qui arrive pour une toux ou de la fièvre. Déjà, radio de thorax, je pense qu'il plus, y a 2 choses. Je disais qu'il n'y avait pas de place pour la radiothorax parce que pour aller faire une radiothorax pour un malade suspect de Covid, ça veut dire qu'il faut qu'il soit isolé, que le manip, il va y aller, il va s'habiller pour se protéger, il va mettre son masque FFP2, il va faire tout ça. Il va rentrer le tube pour faire les radios et puis il faut le nettoyer après en sortant. Il faut faire attention à la plaque, ce qui fait que ce n'est pas dans les mêmes conditions. Je pense que la radiothorax restera une bonne indication aux urgences, mais pas dans le cadre d'une épidémie où la contagiosité elle est très importante, où dans tous les cas, on va aller faire un scanner. Non, ma question, c'est que pour les futurs gardes aux urgences, on est hors Covid. On arrive au mois de septembre, quelqu'un qui débarque avec tout fièvre. On ne sait pas si on a la deuxième vague, oui ou non. Que Ouais. fait-on? On fait un scan ou on fait une Moi, je PCR? pense en fonction de votre attitude clinique locale, moi je pense qu'il est, si vous le suspectez Covid,
il faut qu'ils mettent un masque, que vous mettiez un masque, que vous faites attention. Vous voyez, c'est plutôt la protection, votre protection et la protection de votre personnel qui est important. Et si vous le traitez comme un malade vraiment suspect de Covid, il faut être logique. Si vous voulez dire qu'il est suspect de Covid, ça veut dire que vous allez l'isoler, que vous allez lui mettre un masque, que vous allez le mettre dans un coin. Vous voyez, c'est pas de dire, ah ben, je le suspecte Covid, il est avec tous les malades, ben, il faut qu'il aille au scanner parce qu'il est suspect Covid. D'accord. C'est à vous de gérer et d'être en fait logique avec vos indications. Moi, si vous me dites, je le suspecte fortement Covid, je l'ai isolé dans une salle, j'ai fait toutes les précautions comme si c'était un malade qui est très contagieux, il faut le passer au scanner ou vous lui faites une radio de thorax avec les protections qu'il faut, bah dans ce cas-là, je pense qu'il vaudrait mieux le prendre au scan. Oscar, ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Rafi, Antoine, je peux poser une vas-y. question? Oui, vas-y. Merci Antoine pour votre présentation. Concrètement, le suivi là maintenant, parce que les patients, comme vous venez de le dire, hein, c'est maintenant qu'on va le suivre, c'est maintenant, on est à 2, 3, puis demain on sera à 4 et 5 mois. Concrètement, les patients Covid hospitalisés, a fortiori ceux qui étaient en réanimation, qui vont bien, qui sont chez eux, qu'est-ce que vous recommandez du coup? Il faudra un scanner d'évaluation, peut-être une EFR avec. Est-ce que c'est protocolisé, le suivi post-Covid, notamment les malades qui sont sortis de l'AREA? Nous, on a fait ici les malades. En fait, vous savez, on a pas mal de travaux sur le Covid et on a décidé en fait il y a même un PHRC par Crestani qui a fait sur la prédiction, détection précoce des fibroses pulmonaires chez ces patients-là. Donc, nous, on va les suivre systématiquement tous les 3 mois. Et à 3 mois, on va faire EFR scanner. Scanner normal, EFR normal, au revoir. Scanner pathologique ou affaire pathologique, ben dans ce cas-là, il faut les suivre. Mais je pense Tous les que 3 mois, oui, je pense que c'est tous les 3 mois parce que les malades, avec l'expérience de la grippe qu'on a et la distance de la grippe, moi, je voyais des malades à 3 mois, ils avaient toujours un scanner très pathologique alors qu'ils vont très bien. Donc, avec la grippe, je pense que le scanner, on peut dire qu'il est normal vraiment. On peut avoir des malades qui vont aller s'améliorer jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, s'il y a des lésions qui persistent, c'est que c'est vraiment pas grave. C'est que vraiment, ça va évoluer vers la fibrose et là, on peut les rentrer dans des protocoles antifibrotiques ou pas, ça c'est autre chose. Est-ce qu'il y a... Oui, vas-y, Rafi. Rafi, on ne t'entend plus. Rafi. Bon, en attendant que Rafi revienne, est-ce qu'il y a d'autres questions? Antoine, moi j'ai 2 questions. Tu as dit, tout d'abord, merci beaucoup pour ton excellente présentation. La première question, tu as dit que les patients qui se présentent aux urgences et qui vont rentrer chez eux, c'est-à-dire qui n'ont pas d'hypoxémie, il n'y a pas d'indication à faire le scanner. Oui. Alors que dans la filière respiratoire, au début, on a fait systématiquement, pour les malades qui se présentaient pour une toux, pour une anosmie, etc., on a fait systématiquement des scanners avec la PCR. Donc, on a trouvé quelques lésions, effectivement, et qu'on a renvoyé à la maison. Donc, pour toi, ce n'est pas justifié. Bah nous, on avait réuni nous, les radiologues et on avait recommandé de ne pas le faire. Et c'était les mêmes recommandations puisqu'on les a fait à l'HAS et puis à l'ARS. On l'a communiqué là-dessus sur Paris et sur la France. Comme quoi qu'il ne faut pas. Le scanner, c'est pour en faire quoi? Pour dire qu'il a le Covid? Dans tous les cas, s'il a le Covid ou il n'a pas le Covid, c'est le PCR qui va décider. Le PCR, il va vous dire le malade, il va bien, il va aux urgences, il a une anosmie, donc on suspecte qu'il a le Covid. On va faire le PCR, il va rentrer chez lui. Dans tous les cas, il faut parce que le scanner normal, ça ne va pas éliminer le Covid. Voilà, c'est ça. Donc, il rentre chez lui et puis il n'a pas besoin qu'on lui fasse un scan, même pas une radio de thorax. Il rentre chez lui. S'il n'a pas de comorbidité, s'il ne fait pas 300 kilos, s'il n'est pas diabétique, s'il n'est pas vieux, dans tous les cas, le malade que tu ne vas pas hospitaliser, lui faire de l'imagerie, ce n'est pas dans l'intérêt d'un radiologue, mais je dis ça ne servira à rien. Il faut qu'il rentre chez lui, quoi. Et qu'il faut qu'il se protège et qu'il protège les autres. Parfait. Et j'ai une deuxième question, sauf s'il y a quelqu'un d'autre. On a eu des malades hospitalisés initialement qui se sont... la dyspnée a persisté. On a refait des scanners à J15 pendant l'hospitalisation, alors qu'il n'y avait pas de modification de la gazométrie.
les radiologues disaient aggravation franche des images. Alors qu'il n'y avait pas d'embolie pulmonaire, hein, parce que le scanner était injecté la deuxième fois. Comment tu peux expliquer cette étendue d'images secondaires symptomatiques? C'est l'évolution en fait, parce que quand on regarde, et ça c'est les courbes d'évolution, on les a bien vues de la maladie, c'est que la première partie, vous avez la partie virale, après vous avez la partie immunitaire. Donc, est-ce que c'est pas la partie immunitaire qui est en train de flamber derrière et que dans ce cas-là, vous avez la réaction immunitaire, et ce qui va très bien avec le papier qui vient de sortir sur la dexaméthasone, avec les oui, c'est vrai, corticoïdes. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et avec les anti-interleukines, effectivement. Les anti-interleukines, c'est pas aussi efficace que les dexaméthasone, parce que c'est un peu plus cher, c'est plus efficace, mais dexaméthasone, il est très efficace C'est et vrai, c'est pas trop cher. apparemment. Ouais. Mais l'article n'a pas été publié encore. On n'a pas les Bah, résultats. nous, à Bichat, on a fait un truc sur plus de 200 malades et on a les mêmes résultats Avec la DEXA? avec la Dexa. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Antoine? Bon. Rafi, apparemment, il est figé. Là, c'est un problème Internet. Ah, Rafi, tu es là? Oui, avec vous, avec vous. Ah, tu as une question, tu étais en train de poser une question, je t'ai coupé. Non, c'est bon. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Antoine. Hein. Ouais, Merci. Bah, on va passer à. Vas-y, Manal. Manal, elle est où, Manal? Je te laisse la parole. Vas-y. Active ton micro. Alors, on reste avec l'embolie pulmonaire et je vous présente notre collègue Abdelmonaim Hamid qui va nous parler de l'embolie pulmonaire, cause et effet. Docteur Abdelmonaim, professeur associé à l'Académie nationale de la médecine, pneumologue à Foch. À toi, Abdelmonaim. Oh, on a un problème Internet. Abed, tu peux. Ah, ok. Vas-y. Active ton micro, Abdelmonaim, on ne t'entend pas. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir. Merci, Dr Manal, d'avoir me présenté. Merci, Antoine, pour l'invitation. Et merci pour votre présence. Je remercie tout d'abord le professeur Antoine qui a fait un topo génial sur la radiologie. Et il m'a un peu aidé pour représenter l'embolie pulmonaire initialement. Donc, on parle aujourd'hui de l'embolie pulmonaire chez le Covid. Slide Yad. Du Covid, parce que donc l'embolie pulmonaire, selon notre expérience et votre expérience, on a vu beaucoup des embolies pulmonaires aux urgences, en médecine, en réanimation. Pour cela, c'était l'idée de parler de circonstances de diagnostic de cette embolie pulmonaire chez les patients Covid. Quel est l'algorithme qu'on peut suivre? Quelle est la fréquence de cette maladie? Comment on peut les traiter? Quels sont les mécanismes de cette embolie pulmonaire? Quelle est la prévention? Et une conclusion. Slide. Et donc, comme vous le savez, cette maladie, la Covid, a touché pour l'instant plus de 8 millions dans le monde entier, avec plus de 450 000 morts. Et le poumon reste l'organe le plus touché dans le Covid, sachant qu'il s'agit d'une maladie du système actuellement et que ça touche les nerfs, les reins, le cœur et même la peau. Et l'embolie pulmonaire reste la question très fréquente dans les maladies de la Covid, et avec une hypothèse que cette maladie ou ce virus a un effet thrombotique. Slide. Et la circonstance de découvrir l'embolie pulmonaire pendant le Covid, on a deux conditions. Donc, ça peut arriver un diagnostic concomitant lors du diagnostic de Covid ou une complication lors de l'évolution de patients pendant l'hospitalisation. Slide. Et
Donc, ici, c'est le premier cas qui a été publié dans la littérature fin février d'un patient de 75 ans qui était à 10 jours des symptômes respiratoires, arrivé aux urgences et sur l'angioscanner thoracique, on découvre la pneumonie, les COVID avec une embolie pulmonaire proximale. Slide. Et ici, deuxième publication qui parle de deux cas des patients dont le diagnostic de COVID, de l'embolie pulmonaire, a été confirmé à J2 pour le premier cas et à J6 de deuxième cas lors d'une aggravation respiratoire et clinique. Et devant cette aggravation, l'angioscanner a été réalisé qui confirmait la présence de l'embolie pulmonaire. Slide. Donc, devant une suspicion d'embolie pulmonaire, dans le contexte de la COVID, il faut ressembler l'ensemble des choses pour le diagnostic, le work-up, avec la clinique et les tests biologiques et l'imagerie qu'on peut les réaliser, comme dans les malades no COVID. Slide. Et donc, le diagnostic de l'embolie pulmonaire pour les malades de Covid n'est pas différent de celui des malades no Covid. Et c'est la même attitude qu'on doit prendre. La seule chose qu'on ne peut pas le recommander, c'est la scintigraphie pulmonaire pour trois choses. La première, que la radiographie thoracique est souvent pathologique dans plus de 90% des cas. Et deuxième chose, que la réalisation de scintigraphie de ventilation est trop les risques de contamination. Et le troisième cause, que cet examen n'est pas très facile à réaliser en urgence et aux urgences. La classification de l'embolie pulmonaire reste aussi idem, avec une classification d'embolie pulmonaire proximale dans le tronc de l'artère pulmonaire ou l'artère pulmonaire, et puis lobaire et segmentale et sous-segmentaire. Slide. Donc, on peut suivre pour le diagnostic l'algorithme qu'on avait suivi depuis des années dans la suspicion de maladie thromboembolique. En cas de forte probabilité, on peut faire l'angioscanner d'emblée qui pourra nous dire qu'il y a une embolie pulmonaire ou non. Et en cas de probabilité clinique faible, on pourra être aidé par le D-dimer. Quand c'est positif, on pourra continuer pour faire l'angioscanner qui pourra porter le diagnostic. Et on a un intérêt également de réaliser l'échodoppler veineuse de membre inférieur. Slide. Donc, l'intérêt de l'angioscanner, c'est l'angioscanner, il ne faut pas le faire de façon systématique pour tous les malades qui arrivent aux urgences avec le diagnostic ou la suspicion de la COVID, mais il faut faire de screening. Concernant les malades aux urgences ou hospitalisés, donc il faut se baser sur la probabilité clinique et les D-dimer. Mais pour les malades en ambulatoire qui vont rentrer à la maison ou rentrer à domicile, il faut faire le screening, il faut faire le screening en cas de présence de symptômes cliniques indépendamment de l'existence ou non de D-dimer positif. Et le dernier mot concerne l'angioscanner thoracique, il n'y a pas de lien entre l'extension des images de la pneumonie COVID et le degré ou l'importance de l'embolie pulmonaire. Slide. Pour cela, on peut voir ici, dans cette pneumopathie COVID bilatérale importante, une petite embolie pulmonaire segmentaire, lobaire inférieur droit. Slide. Et dans cette pneumopathie COVID qui est banale au plan parenchymateuse avec de minimes lésions COVID, et on trouve une embolie pulmonaire très importante et proximale. Slide. Donc, les autres investigations qu'on peut utiliser pour avancer le diagnostic, c'est l'échodoppler de membre inférieur, le bilan cardiaque avec l'échographie cardiaque, l'ECG, et les marqueurs cardiaques avec le BNP et le troponine, et sans oublier évidemment des marqueurs biologiques, c'est le D-dimer, chercher de troubles d'hémostase et de bilan de thrombophilie. Dans notre série qu'on avait fait entre l'hôpital de Rambouillet et l'hôpital de Vernon avec Dr Antoine Ashkar, on a trouvé un seul patient parmi 10 malades à une mutation des facteurs 2 et un patient à des anticoagulants circulants avec une maladie de lupus. Slide.
là, est-ce qu'il y a des particularités pour l'embolie pulmonaire? Donc, je trouvais dans les publications, une publication, c'était il y a 3 jours, une publication de Pays-Bas qui parlait de phénotypes spécifiques d'embolie pulmonaire pour les malades de Covid. Moi, honnêtement, je ne crois pas trop parce qu'en fait, on ne peut pas généraliser les choses. Dans leur étude, ils ont découvert 25 cas d'embolie pulmonaire. Ils ont pris les 25 malades et l'ont comparé avec 100 patients ayant d'embolie pulmonaire, mais non les COVID, pour il a résumé que l'embolie pulmonaire est souvent périphérique dans les malades COVID et elle peut être proximale que dans 17% des cas par rapport à 38% ou 40% les malades non les COVID. Et il dit aussi que la souffrance ou le retentissement sur le corps droit est beaucoup moins important dans les malades ayant le COVID. Slide. Quelle est la fréquence de cette embolie pulmonaire? L'embolie pulmonaire, on peut dire qu'elle est déjà fréquente dans les maladies virales. Et donc, concernant le Covid, on a remarqué, comme il l'a dit tout à l'heure le professeur Antoine, que cette embolie pulmonaire est plus fréquente dans les malades en soins intensifs et aussi fréquente dans les malades dans les services conventionnels et aux urgences. Cette fréquence varie entre 20 à 30%. Et il est beaucoup plus élevé par rapport aux malades non Covid, soit en soins intensifs ou aux urgences. Slide. Là, j'ai pris plusieurs publications qui parlaient de l'embolie pulmonaire. Entre autres, il y avait l'équipe de Strasbourg, l'équipe de Besançon et l'équipe de Lille également, et des équipes chinoises, avec une fréquence d'embolie pulmonaire varie entre 16 à 30%. Et je répète, cette fréquence ou cette prévalence, c'était quand on faisait l'angioscanner pour les malades. Ce n'est pas pour tous les malades, le Covid. Et nous, en fait, dans notre série, c'est en cours de publication, donc ce n'est pas encore accepté, j'espère, on avait à peu près, entre Rambouillet et Evernon, la même fréquence. Slide. Quel est le délai entre l'apparition des symptômes respiratoires ou le symptôme de Covid et l'arrivée ou le diagnostic de l'embolie pulmonaire? Dans les publications, ce délai varie entre 12 à 14 jours à peu près, mais ça peut être moins que ça quand on fait le screening pour les malades aux urgences, quand on fait le diagnostic précoce, comme on l'a fait à Rambouillet et à Vernon. Slide. Donc, le traitement, quel est le traitement de l'embolie pulmonaire dans le Covid? Alors, il n'y a pas de surprise. Le traitement, ça reste l'idem, comme dans les malades non le Covid. Ça base sur l'héparine pas boire moléculaire, et puis les relais, dès que possible, par le traitement oral, qui peut être un antivitamine K ou à nouveau le traitement oral. Est-ce qu'il y a une place pour la thrombolyse? Pourquoi pas? Dans la littérature, j'ai vu 2 cas des embolies pulmonaires graves avec retentissement hémodynamique. Elles ont utilisé la thrombolyse avec l'efficacité. Donc, on voit que la prise en charge n'est pas différente de l'embolie pulmonaire chez les malades non Covid. Et les études, en fait, elles montrent une efficacité de traitement anticoagulant, soit en curatif pour l'embolie pulmonaire ou en cas de préventif, comme on va voir tout à l'heure, concernant le pronostic de la maladie et la baisse de la mortalité. Slide. Slide. Alors, maintenant, on arrive à quel est le mécanisme ou quelles sont les hypothèses On ne t'entend plus. Il y a un problème de connexion. L'embolie ressembler les 7 hypothèses pathogéniques, c'est la présence. Le deuxième, c'est l'élévation, l'important. C'est le risque d'une hypercoagulabilité liée au syndrome inflammatoire lié au Covid. Et troisième chose, c'est le viral désordre avec les anomalies de la coagulation
et l'augmentation de la coagulabilité avec un effet thrombotique lié au virus de la COVID. Et le quatrième mécanisme, c'est la présence de syndrome inflammatoire qui peut jouer un rôle important dans l'effet thrombotique, sans oublier l'effet infectieux ou le syndrome infectieux induit par le virus il-même qui peut donner d'effets thrombotiques. Slide. Slide, d'accord. Et le sixième, c'est l'existence ou l'arrivée d'une lésion épithéliale avec dysfonction épithéliale qui peut être responsable aussi d'une hypercoagulabilité avec l'arrêt du système de fibrinolyse et un effet thrombotique. Sans oublier, en septième chose, l'hypoxémie importante ou sévère qui peut être responsable d'une vasoconstriction avec flux sanguin et aussi une augmentation de la viscosité. Tout ça peut avoir un effet thrombotique chez les malades ayant les COVID. Certaines publications, donc il y avait deux qui ont parlé des résultats d'autopsie qui ont confirmé la présence d'occlusions avec la microthrombose dans les vaisseaux pulmonaires chez les patients décédés sans cause évidente en réanimation. Donc, ils ont trouvé des maladies thromboemboliques. Pour cela, en fait, l'expert, c'est une étude chinoise qui recommande le traitement prophylactique par des anticoagulants pour tous les malades hypoxiques. Slide. Et donc, ce traitement prophylactique, là, en fait, on va être plus général. Dans notre corps des malades et dans notre expérience, on a recommandé la prévention de maladies thromboemboliques pour tous les malades hospitalisés à l'hôpital pour le COVID. Là, en fait, j'ai cité ici les recommandations pour les malades non COVID. Parmi ces recommandations, on trouve l'infection aiguë. Et donc, le COVID, c'est une infection aiguë qui mérite d'avoir une prévention des maladies thromboemboliques. Quelle molécule on peut utiliser? On peut utiliser l'héparine baromoléculaire ou le calcé-héparine. Ce traitement peut être continué aussi, nouvelle slide, pour les malades qui sont à domicile, les malades qui sont traités en ambulatoire ou qui sont sortis de l'hôpital. On pourra probablement poursuivre les anticoagulants prophylactiques chez certains patients ayant une obésité ou âge supérieur à 70 ans ou un cancer actif ou des antécédents de maladies thromboemboliques. Slide. Et donc là, cette étude qui a été publiée aussi récemment, qui montre l'efficacité de traitement prophylactique par des anticoagulants chez les malades ayant de COVID sévère, avec diminution de la mortalité de 20%. On voit ici sur le slide à droite la différence, à peu près de 20% de réduction de la mortalité chez les malades ayant de COVID sévère. Slide. Et donc, là, ici, un cas clinique d'une patiente qui avait développé une embolie pulmonaire à J5 de son hospitalisation, malgré un traitement anticoagulant préventif. Donc, malgré le traitement préventif, la malade a développé à J5 une embolie pulmonaire. Ce cas clinique pourra le faire discuter l'intérêt d'une dose plus élevée, mais à discuter cas par cas pour certains patients pour avoir une prévention la plus idéale. Slide. Là, on arrive à la fin. Donc, là, on va, donc il faut être bien prudent devant la suspicion d'embolie pulmonaire chez les patients COVID. Il faut bien suivre les rythmes pour le diagnostic et il faut faire le screening le plus tôt possible pour avoir un diagnostic précoce et introduire un traitement précoce, parce que le traitement précoce pourra avoir une efficacité
sur le pronostic et la réduction de troubles d'hémostase et du bilan de thrombophilie le traitement préventif pour tous les malades Covid. C'est un traitement, je peux dire, obligatoire, même il faudra discuter cas par cas le besoin d'un traitement plus dosé. Certains ont proposé parfois de double dose de l'Ovinox. Merci à vous. J'espère que c'était clair. Et désolé parce qu'en fait, l'Internet n'était pas très bon. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Et si quelqu'un veut poser les questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Abdelmenahem? Moi, j'ai une question, Abdelmenahem. Tout d'abord, c'est une question que j'adresse à toi et à Antoine Khalil. À quel moment un malade peut ou doit bénéficier d'un angioscanner et non pas simplement d'un scanner sans injection à l'arrivée aux urgences? Est-ce que la PaO2, la valeur de la PaO2 est une valeur prédictive qui incite à demander d'emblée un angioscanner? Parce que je sais que les radiologues n'étaient pas très chauds initialement parce que l'angioscanner c'est très long, etc. Est-ce qu'il y a une indication ou non? On commence par un scanner non injecté et on voit si le malade ne s'améliore pas. Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, en fait, je dirais le dédimère, quand même, il faut les chercher. Parce que quand tu as un dédimère qui est à 400, 500… les cliniques pour les malades aux urgences à Rambouillet. Oui, il y a la clinique et puis il y a aussi le dédimère. Parce que quand on me dit le dédimère chez la femme enceinte, il est élevé, ça ne sert à rien. Oui, mais quand il n'est pas élevé, ça sert à quelque chose. Donc, si vous avez des dédimères qui sont faibles, c'est qu'il n'a pas de maladie thromboembolique. Je ne sais pas si je me trompe. Mais quand vous avez des dédimères élevés, dans ce cas-là, il faut se reposer la question, est-ce qu'il est très inflammatoire ou pas très inflammatoire? S'il a une CRP au plafond et des VS au plafond, après, l'embolie pulmonaire est une maladie tellement grave que si le malade n'a pas d'insuffisance rénale, parce que ceux-là, ils vont faire quand même, ils risquent de faire l'insuffisance rénale. C'est pour cela, moi, je suis un peu réticent à leur faire des angioscanners si on n'a pas d'arguments cliniques ou des choses parce que ils sont presque tous, ils augmentent tous leur créate presque. Donc, je ne sais pas comment répondre à la question. Ok, merci Antoine. Abdelmenahem, qu'est-ce que tu en penses, toi? Voilà, merci. J'avais mis le slide là-dessus. Donc, il faut voir deux choses. Donc, merci Antoine, donc, il avait avancé la réponse. La clinique et le dédimère. Moi, je propose de faire le screening comme en dehors du Covid. C'est-à-dire, donc, si on a des symptômes comme le douleur thoracique ou des symptômes non expliqués par le tableau de Covid, il faudra faire l'angioscanner si on n'a pas de contre-indication, évidemment. Donc, un malade qui a le dédimère très élevé avec une douleur thoracique, là, je ferai un angioscanner d'emblée. Pour cela, je dis, donc, il faut faire le screening de façon précoce pour ne pas retarder le diagnostic. OK. Dans l'étude qui n'est pas publiée, on ne va pas parler, mais juste, nous, on a eu des malades… Hein? On n'en parle pas, mais Allô? juste… Oui. Dans notre étude, on ne va pas en parler parce qu'elle n'est pas encore publiée, mais on a eu quand même des cas d'embolie pulmonaire révélatrices, c'est-à-dire à l'admission et non pas secondaire. Nous, on en a eu ça, même on a eu des malades où l'embolie pulmonaire, le malade, elle était suspecte d'embolie pulmonaire, on fait le scanner, elle a l'embolie pulmonaire, on leur dit, elle a le Covid, ils ne croient pas. Premier PCR négatif, deuxième PCR négatif, elle était tellement mal qu'ils l'ont intubée, et puis c'est le LBA qui sort le Covid. Donc après, le malade,
il y a suspicion de P, il vient pour une EP. Et quand on regarde le scanner sur l'EP, elle a l'EP, mais elle a le Covid. Donc, elle avait les deux aux urgences. Et pour les urgences, c'est ça, c'est toujours, en fait, maintenant c'est évident, mais c'était vers le 15 mars, 12 mars. Vous voyez, quand on a un malade comme ça, on dit non, mais ça c'est une Covid. Non, non, elle a le P, on a l'explication. Covid négatif, ils ne nous ont pas cru. Deuxième Covid négatif, elle s'est aggravée. Elle a été intubée ventilée et le LBA a montré le Covid. Merci. Pour cela, Antoine, je dis dans la deuxième diapo que les conditions de découvrir l'embolie pulmonaire, ça reste soit de façon concomitante, soit lors de complications pendant l'hospitalisation. On vous entend très mal. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Ah, je pense qu'il n'y a plus de réseau. Ah. Allô? 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 Allô, allô? Non, pour ça, Antoine, tu m'entends? Moi, j'entends, mais on entend haché. Pour cela, j'ai mis, un diapo pour parler de les conditions de. Ah oui, vous avez mis une diapositive sur la circonstance de découverte. Ça peut être de façon concomitante. Ouais. Oui, tu m'entends? Vas-y, Oui, vas-y, oui. Oui, oui. Tu m'entends? Oui, 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 vas-y. Je t'entends bien. Allô? Voilà. Lorsque le malade arrive aux urgences, pendant l'hospitalisation avec une aggravation. Voilà, c'était très intéressant de faire le screening de l'arrivée du malade entre le Covid pur, ou associé avec un embolie pulmonaire. Oui, la connexion, on n'entend pas très bien, la connexion n'est pas très bonne. Allô? 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 Oui. Bon. Allô? Allô? Bon. Bonjour. Bon, la connexion n'est pas très bonne. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Antoine Khalil ou Abdelmenachem Hamid? Bon. مين عم بيحكي؟ Abdelhamid, mais il est dans un coin où ne capte pas bien. مش عم نسمعه أبدا. Abdelmenachem, on ne t'entend pas. Bon. Écoutez, avant de nous quitter, je vais vous remercier quand même d'une part d'avoir accepté de nous parler, ce qui n'est pas facile avec la connexion, à Antoine et à Abdelmenachem pour notre premier webinaire. Merci pour les participants. On vous donne rendez-vous dans 15 jours, le 10 juillet, avec deux autres sujets. Rassan Rieche, qui est hépatologue à Rouen, va nous parler du foie et Covid. Et Jean-Ralph Zahar, qui est PUPH, il est infectiologue, mais actuellement, il est en hygiène à Avicenne. Il est PUPH hygiène. Il a fait de l'AREA aussi, moi je l'ai connu à Paris, qui nous parlera des recommandations, des dernières recommandations thérapeutiques et de protection le 10 juillet. On aura deux sujets. Merci à vous, merci d'avoir été présent. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.
Salut. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon week-end. Merci à toi aussi, à tout le monde. Bye. Merci. Merci Antoine. Merci beaucoup. Merci Abdelmenaim. Ta voix est hachée, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais bon, on t'a entendu. Merci, bon week-end, à bientôt.